Le Club des Vigilants a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc de Basquiat et Wolfgang Michalski. Donc Marc, en préparant cette matinale, je me suis aperçu que Marc et moi avions fait la même école. Donc ça crée des liens, le revenu universel finalement. Donc Marc était docteur en économie et il a justement fait sa thèse sur les problèmes de redistribution. Et puis il a enfourché à cette occasion donc un sujet qui devient de plus en plus d'actualité, qui est le revenu d'existence, le revenu universel, le revenu citoyen, enfin différents noms qui couvrent la même notion. Et donc nous l'avons invité à venir dialoguer avec nous sur ce sujet-là. Donc on a changé un tout petit peu la formule. Il y aura un deuxième intervenant qui est Wolfgang Michalski. Wolfgang est un des fondateurs du club, donc vous le connaissez tous, enfin en tout cas les membres du club le connaissent bien. Il a été directeur à l'OCDE et directeur du programme Avenir, hein, Wolfgang, c'est ça? J'étais directeur dans plusieurs fonctions et j'étais le conseiller en chef du secrétaire général plutôt. D'accord. Voilà, alors Marc, le revenu universel, utopie ou véritable solution? La question est évidemment une bonne provocation, disant est-ce que c'est une utopie ou vraiment quelque chose de concret pour aujourd'hui. Alors l'utopie, c'est un petit livre que vous apportez, parce que la question vient régulièrement. Un livre de Thomas More, Saint Thomas More, qui a écrit ce livre donc, en 1516, qui décrit une cité optimisée, rationnelle, et pour tout dire, tout à fait autoritaire. Donc ce n'est pas le monde que je défends, voilà, je veux le dire tout de suite. Hein. Même si on peut trouver des points philosophiquement qui ont un rapport avec notre sujet, voilà, ce n'est pas mon schéma d'une cité autoritaire, hein. C'est pas vraiment ça. Voilà. Donc non, le revenu de base, le revenu d'existence, il y a beaucoup de noms, hein, allocation universelle et autres. C'est une idée qui est ancienne, c'est une idée qui se répand fortement aujourd'hui, c'est une idée qui a de nombreux fondements philosophiques. Et c'est une idée qui pose également de nombreuses questions économiques et autres. Alors, en un quart d'heure, je ne vais évidemment pas vous donner tous les détails de toute la question, c'est très très vaste. Néanmoins, je vais vous donner quelques repères. Premier élément clé que j'ai mis en haut de ma page, c'est que le revenu de base, bon, ce n'est pas une utopie, la première chose, et effectivement, ce grand Jérémy Rifkin, que vous connaissez certainement mieux que moi, Wolfgang, nous dit que c'est le prochain modèle économique de l'humanité. Alors qu'un grand projectiviste nous dise, voilà, ce sujet-là, le revenu de base, c'est le prochain modèle économique de l'humanité, c'est quand même une parole très très forte. Bon, ça peut paraître un grand délire, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que vraiment, il y a une interrogation que nous devons avoir par rapport au système actuel, son fonctionnement, et se dire peut-être qu'il est intéressant d'éclairer le chemin qui va nous mener à 2050 par une idée telle que celle-ci. Alors l'idée, on peut la définir avec un petit texte que j'ai mis également sur cette première page, qui est la définition que nous avons conçue ensemble au sein du mouvement français pour un revenu de base, que j'ai contribué à fonder. Le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique, en général on pense à un pays, à tous ses membres. En plus, on pourra vérifier qu'est-ce que c'est qu'un membre de la communauté, de la naissance à la mort, sur base individuelle, très important, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. La définition est longue, mais néanmoins, tout était bon là-dedans, hein, c'est comme dans le cochon. Je rappelle les fondements philosophiques possibles du sujet. Là, j'ai fait un beau drapeau bleu-blanc-rouge pour rappeler notre devise républicaine, en commençant par l'égalité. L'égalité qui est de dire, voilà, certains promoteurs de l'idée d'un revenu d'existence sont des personnes qui ont une approche égalitariste, disant, nous pensons que dans une société, un niveau trop fort d'inégalité dans la société est malsain. Donc, un revenu inconditionnel, c'est un moyen d'abaisser les différences de revenus dans la population. Les personnes qui ont ce schéma en tête, parfois, assez souvent, défendent également la notion d'un revenu maximum, en nous disant, voilà, il faudrait que l'échelle des revenus soit limitée de 1 à 100, ou de 1 à 20, ou de 1 à 12, ou de 1 à 6, ou de 1 à 4, comme mon bon ami Baptiste Mélondo, que je cite là-dedans. Voilà, vous avez vraiment imaginé une société où on limite les revenus, l'échelle des revenus de 1 à 4. Donc interdiction d'avoir un revenu plus élevé que 4 fois celui du plus bas revenu du pays. Ça vous donne une petite idée de l'ambiance du pays. Hein.
Voilà. Donc, je parlais donc de Thomas More, l'utopie, 1516, pardon, c'est vieux, 1716, qui effectivement a une approche comme ça, où effectivement chacun a un rôle prédéfini, intelligent, techniquement optimisé. Bon, c'est une société de robots, on va dire. Hein. Et puis notre ami Baptiste Milondo, qui produit un certain nombre de petits bouquins, qui est un galériste, un homme charmant, enfin j'aime beaucoup Baptiste, nous sommes très, très amis par ailleurs, mais je ne partage pas tout à fait sa vision que je qualifie volontiers avec gentillesse de bolchevique. Bon, il ne s'évexe pas, mais bon voilà. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc ça c'est une première vision de la chose, égalitariste, très forte. Deuxième approche, qui était une approche sur la liberté, disant que dans une société, les personnes qui n'ont pas un revenu suffisant pour vivre ne sont pas libres. Quand vous n'avez pas de quoi manger, quand vous êtes vraiment asservi, que vous n'avez pas de quoi vous loger, pas de quoi manger, votre liberté est tout à fait théorique. Vous dites, tiens, vous avez le droit de vote. Super, vous avez le droit de vote, vous n'avez pas de quoi manger. Donc là, il y a un vrai souci. Donc là-dessus, l'intuition partagée par les libéraux au sens très large, aussi bien à droite qu'à gauche, hein, c'est de dire, nous voulons que dans une société, je dirais une société digne, les personnes aient l'expérience d'une réelle liberté. La réelle liberté présuppose que chacun ait un revenu de subsistance, inconditionnel. On ne discute pas, chacun est citoyen, est debout sur ses deux jambes et a de quoi se nourrir. À défaut, il n'y a pas de liberté. Alors, dans les auteurs de ce sujet-là, donc je vous ai apporté quelques bouquins aussi, hein, Milton Friedman, 1962, Capitalisme et liberté, qui dans son dernier chapitre 8 je crois, développe assez précisément l'idée d'un impôt négatif, qui est une manière de réaliser justement cette idée d'une redistribution systématique à toute la population. Milton Friedman, qui était conseiller de Reagan, Thatcher et autres, voilà, donc qui est détesté par d'autres, hein, je ne veux pas un dessin, mais néanmoins, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment, un des pères du libéralisme international. Vous avez un Philippe von Parijs, qui est un philosophe belge, un homme que j'aime beaucoup aussi, charmant, qui est effectivement quelqu'un qui est un réel libertarien, qui se bat pour la liberté réelle des personnes, dans une vision plutôt de gauche, on va dire, et qui cherche des moyens efficaces pour libérer toute la population. Philippe von Parijs, qui a écrit beaucoup de bouquins, j'ai pris le plus petit, c'est un peu lourd. Voilà. Et puis le dernier bouquin que je vous citerai, c'est celui que j'ai écrit et avec Gaspard Koenig, qui est président du think tank Génération Libre, ça donne la couleur, tout de suite. Et voilà, donc ça c'est ce livre, j'en ai quelques exemplaires ici, pas beaucoup, qui décrit comment on pourrait mettre en place une forme de revenu d'existence, d'impôt négatif ou autre, dans un pays comme la France en 2016. Donc c'était un bouquin un petit peu technique, enfin un peu, pas très, mais pour préciser les choses sur la France. Donc ça c'était liberté, égalité, liberté. Troisième, la fraternité, où là l'idée c'est de dire, voilà, dans un pays, finalement, ce que j'ai exprimé tout à l'heure à Bernard, dans un pays, la richesse que nous recevons tous par notre revenu, elle n'est pas le fruit de nos seuls efforts. Chacun de nous, s'il faisait le même travail, la même activité économique, non pas en France, mais au Burundi, au hasard, n'aurait pas le même revenu. Ça, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Hein. Donc le revenu dont nous héritons à un moment donné, par notre travail, vient aussi du fait que le cadre, l'environnement économique du pays où nous sommes, eh bien, à un certain niveau, et qui nous permet d'avoir des revenus plus élevés. Et donc du coup, avec cette notion en tête, on se dit que le revenu de chacun, quelque part, est aussi, en partie, l'héritage du travail des générations passées. Donc ça, c'est une notion de dire que finalement, dans une collectivité nationale, finalement, il y a un héritage qu'on partage entre nous, et il est assez naturel que cet héritage soit distribué en partie, de manière plus uniforme dans la population. Que chacun a un droit, quelque part, à avoir une part de cet héritage. Voilà, donc ça nécessite d'admettre que dans son revenu, il n'y a pas que ses propres efforts personnels. Voilà, il y a aussi celui des autres. Donc là-dessus, Thomas Paine, il y a un petit livret qui s'appelle La justice agraire, qui est très beau texte, 1795. Vous avez le livre de Lionel Stoléru, 1974, Vaincre la pauvreté d'un pays riche. Lionel Stoléru qui est à l'origine du minimum vieillesse, puis du RMI, qui est toujours très actif sur le sujet. Voilà, donc ça c'est également une autre approche de la chose. Et le dernier, donc je citerai, c'est Yolande Bresson. Yolande Bresson, qui est mon prédécesseur, fondateur de l'association pour l'instauration du revenu d'existence, auquel j'ai succédé depuis 1 an et demi. Et Yolande, effectivement, a exactement ce schéma-là en tête. Voilà, donc
égalité, liberté et fraternité. Vous avez une diversité de chemins d'approche vers cette idée d'un revenu inconditionnel qui est impressionnante. Et lorsque nous avons créé en 2013 notre mouvement français pour un revenu de base, ce MFRB, nous avons essayé de mettre dans la même association les personnes qui sont de tous ces mouvements-là, de tous ces courants pensés. Et je peux vous dire que les réunions sont en général un peu agitées. Voilà. Je reste un peu pudique, mais parfois c'est très violent. Bon, donc ça, c'est la diversité des fondements philosophiques. Néanmoins, il y a un quatrième regard qui est intéressant, qui est de dire finalement, regardons le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Quelle est la redistribution? Quel est le système socio-fiscal français actuel? Quand je pose la question aux Français, disant voilà, que pensez-vous du système actuel? Et on dit finalement, la question est formulée par IFOP l'année dernière, êtes-vous favorable à la mise en place d'un revenu de base garanti à tous les citoyens qui se substituerait à la plupart des allocations existantes? Donc là, on dit voilà, est-ce qu'on pourrait simplifier le système? Et là, très majoritairement, les Français répondent oui, 60%. Et ce qui est très intéressant, c'est le petit cadre en haut à droite, selon la proximité politique, où là vous avez Front de gauche, PS, EELV, MoDem, UDI, UMP, bon, FN, où là, dans toutes les tendances politiques, on est toujours au-dessus de 50%. C'est-à-dire que cette idée-là est une idée de rationalisation du système qui parle aussi bien à droite qu'à gauche. Tous les Français sont un peu sidérés de voir la complexité du système. Et donc là, il y a un support, je dirais, national, fort, sur des pistes de rationalisation. Donc ça, c'est pas philosophique, c'est très pragmatique, hein, mais c'est une quatrième approche de la question. Alors comme je suis ingénieur, voilà, eh ben moi c'est plutôt la quatrième approche qui m'a motivé au départ. C'est le constat que notre système est très compliqué et pas efficace. Bon, ingénieur, un truc compliqué et pas efficace, je cherche à l'améliorer. Voilà, c'est mon truc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette complexité, ce n'est pas un problème théorique. Chacun d'entre nous, parfois, râle parce que c'est compliqué. Nous avons des ministres qui font des... C'était quoi déjà? C'était des problèmes par... Une phobie administrative, c'est ça? Phobie administrative. Bon, voilà. Donc la phobie administrative, c'est quelque chose que nous connaissons tous, à tous les niveaux. Il faut voir que pour les personnes qui sont vraiment en difficulté, qui sont dans le dénuement, c'est plus la phobie administrative, c'est quelque chose qui devient vraiment très douloureux. Et pour illustrer, je prends donc la page 4, un extrait d'un document que probablement vous n'avez pas eu l'occasion de regarder, enfin peut-être certains, je ne sais pas, qui est la demande de RSA. Un formulaire de 6 pages qui est la demande de RSA. Donc quand vous demandez le RSA, vous devez répondre à un certain nombre de questions, 6 pages. Et là, je vous ai collé une petite section qui est la section où vous allez détailler votre situation familiale. Donc voilà, vous remplissez les 6 pages et vous remettez un agent d'une administration qui va, en fonction de ça, regarder si vous avez droit ou pas à recevoir ce fameux RSA, qui est le revenu de subsistance. C'est 450 €. Bon. Question, vous êtes marié depuis quelle date? Vous êtes pacsé depuis quelle date? Parce que là, je vois bien, c'est légal. Ensuite, vous vivez en couple sans être marié et sans être pacsé depuis quelle date? Déjà, c'est un peu moins légitime. Vous avez repris une vie commune depuis le... Là, comment ça, on pose des questions un peu indiscrètes quand même. Bon. Après, vous vivez seul. Ah, peut-être. Vous êtes séparés de fait depuis le temps. Ok, vous êtes séparés légalement. Et la question la plus terrible, c'est voilà. Vous avez rompu votre vie en concubinage depuis quelle date? Quelqu'un arrive, juste pour avoir de quoi bouffer, on lui demande, ok, à quelle date est-ce que vous êtes fait larguer? Non mais c'est dingue quoi. Le concubinage n'est pas un état légal, n'est pas un état, voilà, c'est quelque chose qui, c'est une vie, c'est un état de fait, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais non. Pour verser un RSA, donc un revenu de subsistance, l'administration a besoin de vérifier s'il n'y a pas quelqu'un, quelque part, qui aurait les moyens de vous donner de quoi vivre. Que ce soit avec une relation parentale ou autre, enfin voilà. Donc c'est quelque chose quand même qui est très... qui arrive à une certaine acquisition, quelque part. Là, effectivement, il faut au moins savoir tout de votre vie pour voir si on vous donne ou pas de quoi bouffer. Ça pose des questions. Moi, personnellement, ça me choque beaucoup. Je pense qu'une nation, je dirais, adulte, développée, entre dans quelque chose d'assez malsain, à poser des questions aussi indiscrètes juste pour quelqu'un qui a besoin de se nourrir. Voilà. Mais ensuite, chacun peut avoir un sentiment par rapport à ça. Ça, c'est respectable. Donc ça, c'est au niveau du sentiment. Ensuite, d'un point de vue plus chiffré, vous avez un graphique qui est à peu près illisible au premier abord, mais néanmoins qui est très parlant une fois qu'on l'a compris ce qu'il y a dedans. C'est
c'est un graphique qui est représentatif de l'ensemble de la population française. Chaque point, c'est une famille. Donc là, il y a près de 6 000, 8 000 points, enfin bon. Chaque point, c'est une famille. Et une famille qui va être positionnée sur le graphique selon deux axes. Donc l'axe horizontal, qui va de 0 à 5 000 euros de revenus par mois. Et ça, ce sont les revenus primaires. Et j'appelle ici revenus primaires les salaires, les revenus d'activité, les revenus du patrimoine, les loyers, les retraites. Enfin, tout ça, j'appelle ça revenus primaires. Donc ce qui vous arrive dessus de manière légitime. Et dans l'axe vertical, je fais apparaître l'effet de tous les mécanismes d'État, de redistribution au sens large. C'est-à-dire toutes les allocations que vous allez recevoir, qui font monter le point vers le haut, et les impôts que vous payez, qui font baisser vers le bas. Alors, donc chaque point est la somme de ce que vous recevez et ce que vous payez. Et pour que les choses soient un peu intéressantes, donc j'ai fait figurer par des codes couleurs différents les différentes catégories de population. Alors vous avez repéré, donc, en haut, vous voyez des points bleus foncés. Ces points bleus foncés, ce sont les familles nombreuses. Ces familles nombreuses, voilà, naturellement, sont plus aidées que les autres. Ça, c'est légitime, voilà, il y a plus de monde à nourrir, donc du coup, voilà, les aides de l'État sont plus élevées. Ensuite, vous avez les points bleus clairs, donc les familles moins nombreuses. Et puis vous descendez, vous avez les retraités, avec la bande donc, marron, plus ou moins claire selon qu'il y a un couple ou une personne seule. Et en bas, vous avez les personnes d'âge actif, sans enfants, qui donc travaillent et donc ont des prélèvements et pas beaucoup d'aide en l'occurrence. Voilà, et donc la moyenne du nuage, c'est-à-dire la moyenne de la redistribution française, c'est la ligne rouge. La ligne rouge ressemble beaucoup à une chose qu'on connaît bien, quand on a fait des études d'ingénieur, ce qui s'appelle la ligne droite. On a pris ça, tu je crois. Hein. Oui, ligne droite. Hein. Voilà. On a longuement travaillé là-dessus. Absolument. Alors, c'est quand même une courbe très intéressante, la ligne droite. Je vais y revenir. Voilà, donc on peut remarquer quand même que les familles qui sont au-dessus de la ligne rouge sont plus aidées que la moyenne, celles qui sont en dessous sont moins aidées que la moyenne. Donc on voit déjà une redistribution qui n'est pas homogène selon les différentes catégories. Mais néanmoins, la moyenne est cette ligne droite, ce qui est intéressant. Voilà, donc quand on lit les choses, bon, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais sachez que on repère un peu des anomalies, ou on repère des choses cohérentes ou pas, voilà. Voilà, ma thèse de doctorat, j'ai passé 5 ans dessus, ça m'a un peu bouffé la santé. Et ma femme est restée, c'est assez miraculeux. Bon, mais voilà, donc on comprend quand même pas mal de choses en fouillant vraiment l'ensemble de tous les systèmes. Bon, et donc si c'était une ligne droite, à moyenne, eh bien, tout ça pour ça, y égale ax plus b. Hein, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Merci. Donc y égale x plus b, c'est quoi? C'est que y, c'est le revenu disponible, a, c'est le prélèvement, qu'on peut imaginer constant, pour faire une ligne droite, et b, c'est le revenu de base, b comme base, qu'on distribue à tout le monde, dépendant du nombre de personnes dans la famille. Et donc vous avez un paramétrage d'un revenu d'existence extrêmement simple, qui dit voilà, pour chaque enfant de moins de 14 ans, l'État alloue 200 €, l'allocation familiale de 200 € par enfant en dessous de 14 ans, 270 entre 14 et 18 ans, et au-dessus, à partir de l'âge adulte, on dit voilà, c'est 470. Pourquoi 470? Je l'expliquerai sur le slide d'après, mais globalement, c'est le niveau du RSA. Et puis, selon les cas, handicap, dépendance et d'autres choses, il y aura forcément des aides en plus. Ça, c'est nécessaire, quoi qu'il arrive. Et puis, j'ai mis en rouge sur fond jaune, là également, le fait que les aides de logement, c'est nécessaire également. Les personnes qui ne sont pas logées, qui sont à la rue, même si elles sont nourries, elles ne sont pas bien. Donc l'aide au logement, c'est un vrai sujet. En France, elle fonctionne pas bien. Bon, certains disent très mal, j'entends. Il y a des choses à faire là-dessus, mais c'est un sujet différent. Et donc là, il y a un terrain de jeu. Peut-être que je ferai un jour une réunion sur les aides au logement, je ne sais pas. Vaste sujet. Mais voilà, c'est un sujet qui doit être pensé également et progresser également en complément. Et le financement de tout ça, avec les chiffres que je vous ai indiqués là, les 200, 270 et 470, ça se finance avec un prélèvement de 25% sur tous les revenus, au premier euro. C'est-à-dire dans tous nos revenus, là, aujourd'hui nous payons des impôts sur le revenu, nous payons des cotisations, de la CSG, ainsi de suite, ok. On met en place un prélèvement de 25% sur tous les revenus, au premier euro, qui remplace l'impôt sur le revenu. C'est la taxe non progressive. Dans ce schéma-là, qui est le schéma de base. Hein. Voilà. Et puis, à côté de ça, vous avez forcément d'autres impôts, bien entendu, des impôts sur le patrimoine, probablement, peut-être d'autres impôts pour financer la santé, ça paraît nécessaire également, des impôts pour financer, je sais pas, les autoroutes, les écoles. Il y a d'autres impôts par ailleurs. Donc rassurez-vous,
Il reste aux impôts. Hein. Ben voilà, je comprends. Voilà. Donc ça, en tout cas, cet impôt-là, qui pourrait être un impôt finalement qui combinerait les deux, on pourrait imaginer que les 200, 270, 470, c'est un crédit d'impôt sur une flat tax. Donc on combine les deux et ça fait un impôt qui est naturellement progressif, extrêmement simple, et qui se figure par une ligne droite dépendant du nombre, enfin, plus ou moins haute selon le nombre de personnes qu'il y a dans la famille. Voilà, donc ça c'est un nouvel impôt qui remplace l'impôt sur le revenu qu'on fait disparaître totalement. Ensuite, il y a peut-être d'autres impôts, il faut ajuster ça, on peut en débattre, mais c'est, entre guillemets, c'est annexe. Pour positionner donc, ces montants par rapport au système actuel, donc les deux premières colonnes, donc la première colonne en grisé, c'est le niveau du RSA actuel. J'ai enlevé le forfait logement, je ne vais pas entrer dans le détail. Donc là, pour un adulte seul, aujourd'hui, plein pot, c'est 461 €. Il a des aides au logement par ailleurs. Hein. S'il y a deux adultes, un couple, 660, ainsi de suite. Donc avec un niveau de 470, on voit que pour une personne seule, ça ne change quasiment rien. Par contre, pour un couple, oui, là, il y a un progrès net. Un couple, là, on ne se pose pas la question de savoir s'il est marié ou pas marié. Hein. C'est un couple. Et ensuite, il y a des enfants, pareil, c'est un progrès net. Donc là, la proposition, avec les chiffres que vous avez là, sont dans la continuité du système actuel, soit un peu meilleure pour les familles. Voilà, c'est pas une révolution énorme, mais c'est un peu meilleur. Il faut bien noter que dans les ressources des familles, il y a aussi les aides au logement. Ça, c'est pour les familles en difficulté. 93% des personnes au RSA touchent des aides au logement, donc c'est massif. Hein. Et donc la somme des ressources, vous l'avez en vert, c'est 770, 1290, ainsi de suite. Et on peut comparer ça par rapport au seuil de pauvreté. Donc ça vous montre que voilà, le niveau que je vous indiquais, les 470, finalement, comment il se positionne par rapport au seuil de pauvreté finalement. Je ne le commente pas, mais vous avez des repères. Pour terminer, je reviens sur un beau graphique, plein de couleurs, de feux d'artifice, où là, pareil, on visualise Monsieur Clarification. Donc ça vous montre, ça vous illustre en tout cas, les gagnants et les perdants du système. Tous ceux qui sont en dessous de la ligne horizontale 0, là, en dessous sont les perdants, et ceux qui sont au-dessus sont gagnants. Bon, là visuellement, vous voyez rapidement qu'il y a beaucoup de gagnants sur les populations les plus modestes. Et si on continue le graphique sur la droite encore, évidemment, il y a un moment où ça baisse encore plus fort. Voilà. Néanmoins, là je n'ai pas apporté le tableau par décile, mais globalement, les deux premiers déciles sont gagnants à hauteur d'une centaine d'euros par mois, par famille, hein, c'est pas énorme. Et le dernier décile est perdant à hauteur de l'ordre de 400-500 € par mois en moyenne. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a voilà, une contribution plus forte de l'ordre de 5% des revenus pour le dernier décile par rapport au système global. Bien, merci Marc. Wolfgang, un mot sur le revenu d'existence. Je me trouve dans une situation un peu difficile pour deux raisons. D'un côté, je trouve que Marc nous a donné une introduction très claire, cohérente et à peu près complète. Et si on veut vraiment critiquer son approche, il faut aller dans les détails du système de la sécurité sociale en France, de la politique sociale en France et aussi du système fiscal. Deuxième point qui me donne une difficulté, peut-être, c'est quand Jean-Claude Azera m'a demandé de participer dans ce petit déjeuner et peut-être servir comme discutante. Il me semble, il ne pouvait pas imaginer que quelqu'un qui était pendant plus que 25 ans directeur à l'OCDE pourrait soutenir un concept comme ça. Et, mais il ne pouvait pas savoir que j'ai déjà lancé des travaux à l'OCDE, ou j'ai essayé de les lancer à l'OCDE au début des années 90, mais à l'époque, les gouvernements membres, la majorité, n'étaient pas encore mûrs, même d'embarquer dans une discussion ce concept, surtout pas les représentants du ministère des Finances. Ce que je vais faire pour cette raison, je vais essayer de donner à Marc, dans le langage de foot, quelques balles pour qu'il puisse encore mieux réaliser des buts.
Je vais élaborer sur 3 questions principalement. Sur la question pourquoi on a ces grands problèmes d'acceptance politique de ce projet. Deuxième question, quels sont les résultats des analyses coût-bénéfice qu'on a fait? Et troisième sujet, une question sur l'auteur approprié d'un revenu universel d'existence. OK. Déjà, Marc a mentionné Thomas More et Thomas Paine. Intéressant pour la publication de Thomas Paine, qui est apparue à 1795-97. Il propose déjà une allocation pour le jeune de 18 ans de 15 livres et pour les vieux au-dessus de 50 de 10 livres. Si on essaie de faire un calcul, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, on arrive entre 10 et 15 000 euros par an. Et je vais revenir sur ces chiffres après. Plus intéressants sont des débats qui ont eu plutôt aux États-Unis dans les années 60. Il y avait des protagonistes comme Martin Luther King, mais aussi des économistes de très bonne renommée qui ont soutenu le concept. Il y avait par exemple Friedrich Hayek, qui n'est certainement pas à considérer comme socialiste, d'autres étaient John Kenneth Galbraith, que je mettais dans le camp de social-démocrate, mais aussi le père du monétarisme, Milton Friedman. Milton Friedman, comme Marc a déjà dit, a proposé un impôt négatif sur les revenus. Ça veut dire, l'idée, c'est d'utiliser pas seulement non seulement la progression vers le haut, mais aussi la progression vers le bas. Et les gens qui ne gagnent pas assez pour être imposables reçoivent même, selon l'auteur de leur revenu de travail, un transfert par la direction des finances. Ce concept a presque trouvé déjà son marche dans la discussion politique dans les années 60. D'abord, un homme qui s'appelle Sergent Schreiber, qui était à l'époque le directeur du Office of Economic Opportunity aux États-Unis, a discuté ce concept avec Lyndon Johnson, président à l'époque. Johnson n'était pas vraiment convaincu. Pour cette raison, il n'a pas lancé une offensive législative, mais quand même, il a établi une commission pour l'étude de ce concept. Il a aussi lancé plusieurs projets pilotes au niveau local. Encore mieux, Richard Nixon, en 1969, a accepté cette approche de Friedman. Il voulait remplacer quelques 126 programmes différents au niveau fédéral, État et local. Et il est même passé avec son idée dans le House of Representatives. Le projet a été tué après dans le Congrès. Dans les années 70, il y avait un seul projet qui a été vraiment réalisé et a existé jusqu'à 1979. C'est un projet à Manitoba, mais avec un changement de gouvernement, ce projet a été arrêté et le nouveau gouvernement a même fait tout pour ne pas donner les résultats au public. Pour cette raison, une évaluation de ce projet officiel n'a jamais été faite. Ça, c'est le passé.
Aujourd'hui, le plus ancien exercice de cette sorte se trouve à Alaska. C'est Alaska Permanent Fund. Chaque résident de l'Alaska a une fois par an un transfert de cette fonds qui est alimenté par des investissements dans le pétrole et par le pétrole de Alaska même. Vous pouvez imaginer que le dividende a des grandes fluctuations selon l'évolution de la bourse d'un côté et l'évolution du prix du pétrole d'autre côté. Peut-être ce n'est pas encore une approche idéale. D'autres approches aujourd'hui, il existe un projet pilote en Utrecht, aux Pays-Bas, et ce projet est très réduit, pour cette raison pas encore aussi assez, je dis, convaincante avec ses résultats. Le projet couvre seulement 300 personnes, dont 50 étaient des récipients d'aide sociale, et on ne sait pas encore les résultats, mais ça marche selon ce que j'ai entendu pas mal. En Finlande et au Canada, à Ontario, on a décidé par le gouvernement qu'un projet va commencer au Canada, je pense encore cette année, en Finlande à 2017, après les études de préparatoire sont terminées. Intéressant aussi qu'en Suisse, ils ont trouvé 300 000 signatures pour un référendum sur le concept. Cet référendum aura lieu le 5 juin de cette année. L'auteur est 2000 francs suisses, ça veut dire à peu près 2300 € par mois, et certainement le gouvernement est contre. En France, bien, il a toutes les activités de Marc et son entourage. Le plus nouveau intervention est un rapport du Conseil national du numérique, ou aussi pour la France un concept de revenu universel d'existence est recommandé. Voilà ma première question maintenant. Pourquoi, si le concept d'un revenu universel est après 50 ans d'une discussion sérieuse, et après il était soutenu et par des économistes de très bon niveau et renommés d'un côté, et des hommes politiques de gauche à droite en France, Montebourg d'un côté, Villepin d'autre côté, pourquoi cet concept a tellement de difficultés d'être accepté politiquement? Est-ce que c'est peut-être parce qu'il n'est pas compatible avec notre système traditionnel de valeurs, le système basé contre notre idée de fonctionnement d'une économie, le système de valeurs de capitalisme, ou peut-être encore plus le système de valeurs protestantes, parce qu'on n'accepte pas encore dans une société économique qui est très riche que quelqu'un a quelque chose pour rien. Something for nothing. Deuxième partie de cette question, ou est-ce que c'est peut-être parce que les analyses coût-bénéfice ne sont pas encore assez convaincantes? Et ça m'amène à mon deuxième point. Marc a déjà souligné certains aspects positifs de ce concept, et
surtout tous les aspects de la simplification. Mais il y a aussi d'autres. Par exemple, une mesure efficace, je pense, contre la pauvreté. Une mesure qui va avoir moins d'exclus. Parce qu'aussi l'accessibilité est mieux. Vous n'avez pas besoin d'aller à 20 institutions administratives différentes pour avoir votre revenu minimum. Et aussi, je pense qu'un système comme cela est beaucoup moins régressif que les effets combinés de notre système de sécurité sociale actuel et notre politique fiscale. Dans certaines conditions, aujourd'hui, juste les pauvres ont une taxe marginale, si vous voulez, de 100% ou 60%, tandis que les autres ont 35% si vous gagnez assez. Vous voyez aussi, pour cette raison, que ce projet peut faire une contribution vers l'égalité et un projet qui pas seulement simplifie les choses pour les récipients, mais aussi va produire moins de bureaucratie et moins de coûts d'administration. En plus, ce sont les arguments traditionnels pour le concept. Il y a une nouvelle argumentation aujourd'hui, et ça, c'est l'hypothèse que notre système de sécurité sociale, ou aussi de la politique sociale actuelle, est de moins en moins adapté pour l'économie et la société du XXIe siècle. Surtout aussi pour l'économie qui est caractérisée par une mondialisation croissante, encore, par des progrès technologiques très forts et rapides, et aussi par la digitalisation de beaucoup des activités où quelques chercheurs même pensent qu'une grande partie de tous les postes aujourd'hui, les postes du travail en emploi, avec une basse qualification, vont disparaître. Maintenant, quels seraient les inconvénients, les arguments contre un concept comme ça? D'abord, qui peut le payer? Les questions des limites budgétaires et aussi le financement sont un des très graves arguments peut-être contre ce concept. Il y a aussi l'argument, si vous avez un revenu sans contrepartie, sans condition, something for nothing, ça a un effet négatif sur l'incitation au travail. Aussi, cette question n'est pas encore résolue par des études empiriques. Il y a quelques-uns qui peuvent nous montrer que ce n'est pas du tout le cas, au contraire. Et il y a d'autres qui montrent certainement un effet. Je ne sais pas où je suis avec une analyse sur cette incitation du travail en France. Si je regarde les manifestations contre le changement de code de travail, et là plutôt des étudiants et des lycéens. Autre argument qui peut se poser contre ce concept. Est-ce que ce concept est compatible avec une économie internationalement ouverte? Est-ce que si la France introduit un concept comme ça, il n'y a pas de danger que tous les réfugiés viennent chez vous et mais plus en Allemagne? Mais encore plus complexe la question,
d'intégration ou exclusion des citoyens d'autres membres de l'Union européenne. Vous savez déjà, il y a la discussion est en pleine marche avec l'Angleterre et aussi en Allemagne, on discute cette question vivement. Il y a d'autres aspects qui posent des questions. J'ai mentionné déjà cette question de compatibilité avec le système traditionnel de valeurs. Et il y a aussi des coûts politiques pour chaque réforme, comme nous voyons pour le moment avec le Code du travail. Et certainement, tout ça est un mélange des aspects. Ça veut dire des arguments pro et contre très multiples, complexes, quelques-uns très difficiles à chiffrer et pour cette raison aussi difficiles à comparer. Pour cette raison, ma question, est-ce que peut-être les analyses de coûts et bénéfices d'introduction à un système de revenus universel ne sont pas assez claires et pas assez convaincantes? Mais il semble aussi peut-être les résultats de ces analyses sont dépendants d'une grande partie de niveau approprié d'un revenu universel. Et pour cette raison, je viens à ma troisième question avec laquelle je vais terminer. J'ai déjà mentionné Thomas Paine, qui à l'époque proposait quelque chose comme 10 à 15 000 euros par an. Milton Friedman a aussi calculé sa proposition et il arrivait à la conclusion qu'un maximum que quelqu'un pourrait espérer par le taux négatif sur le revenu était $1 500, ce qui correspond au prix d'aujourd'hui à peu près aussi le 10-15 000 euros par an. Pour cette raison aussi, la proposition de Johnson ou de Schreiber qui voulait éliminer beaucoup des programmes sociaux pour simplifier était à l'époque $1 600 et Richard Nixon est rentré avec sa proposition dans la même hauteur. Si je regarde les autres activités et programmes qui existent, au Canada, j'ai déjà dit, vous avez des grandes fluctuations. Je pense en 2008, avant la crise, c'était plus que $3 000, inclus un one-time paiement. Et en 2012 ou 2013, c'était 860 euros seulement. Utrecht, là, on paie par adulte autour de 900 euros. Et si vous êtes en couple, vous n'avez pas 1800, mais 1300 seulement. Je vais vous expliquer pourquoi après. Des programmes qui sont sous étude à Ontario et en Finlande proposent autour de 800 à 1000 euros par mois. Vous arrivez toujours dans cet ordre de 10 000, 12 000 euros par an. Et aussi, la proposition du Conseil national du numérique en France est entre 750 et 1000 euros. Je pense, Marc exclut pour le moment l'allocation pour le logement. Pour cette raison, sa proposition
de 410 est beaucoup plus bas. Mais si on intègre, je pense, l'allocation au logement, on arrive à peu près à ce niveau aussi. Maintenant, ma dernière question. Avec cette approche de seulement 450, à peu près, Marx certainement évite certains des contre-arguments principaux. Par exemple, avec 450, je ne vois pas encore un grand effet sur l'incitation au travail. Aussi, je pense qu'il évite d'augmenter la pression fiscale, un aspect très important. Et je pense aussi qu'il évite toutes les difficultés et les coûts politiques d'une transformation totale du système. Mais d'autre côté, vous avez vu aussi que dans ce cas, une grande partie du système traditionnel va persister. Et aussi, une chose que j'ai trouvée un peu surprenante, ce concept introduit avec ce niveau-là n'a pas un grand effet sur la distribution de revenus. Un problème qui devient de plus en plus accru dans la discussion dans les pays industrialisés, surtout aussi aux États-Unis. Question maintenant, si les effets sont tellement minimes, est-ce que ça vaut le coup de changer vers un revenu universel si la plupart des autres programmes persistent et les effets sur la réduction des revenus sont minimes? Merci. Je voulais juste un peu, remarque et question à la fois, insister sur l'aspect actualité du sujet qu'a évoqué un petit peu Wolfgang. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, le sujet monte? Et en commençant par le fait que qu'est-ce qui fait que nous, on s'y est intéressés? Pour ceux qui ne le sauraient pas, on est un petit groupe qui discute en ce moment sur les conséquences d'une croissance ralentie si elle s'installe. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est mis à se poser la question, en se disant les inégalités vont devenir de plus en plus intolérables, il va y avoir des problèmes de revenus, il y a des problèmes d'emploi. Croissance, c'est ce à quoi tu faisais allusion, Wolfgang. On ne sait pas quelle sera l'ampleur des destructions d'emplois. On est dans une période un peu particulière par rapport au sujet, me semble-t-il. Enfin, mais je voudrais savoir si les deux orateurs sont d'accord. Et si vous, Marc, vous sentez cette montée du sujet, y compris peut-être des marques d'intérêt de gens qui ne venaient pas vous voir d'habitude. Est-ce que vous avez des gens de la sphère politique qui viennent vous interroger alors qu'ils ne venaient pas avant? Bon, j'avais une question pour savoir si j'ai bien compris. C'est un cas que je connais. C'est un employé, enfin quelqu'un qui travaille en Île-de-France qui gagne 1 300 € net par mois. Avec le nouveau système, il payerait 25% d'impôts, ce qui ferait un peu plus de 3 000 € par an. Et aujourd'hui, cette même personne touche des APL 3 600 €, un peu moins de 3 600 € par an. Donc les 25% d'impôts compensent les APL. Et avec le revenu citoyen, il toucherait 470 € x 12 par an, en plus. Bon, je trouve ça très bien pour lui. Mais où j'ai pas compris, voilà. Donc ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, les 770 € pour, à l'autre extrême, enfin pas à l'autre extrême, pour un autre cas, une personne qui vit seule et qui a la cinquantaine, qui n'a aucun espoir de boulot en Île-de-France, 770 € par mois, je trouve que c'est pas beaucoup. Pierre-Yves Cossé, deux questions. Quel est le raisonnement à propos du prélèvement sur le revenu pour qu'il ne soit pas progressif? Depuis qu'on a inventé l'impôt sur le revenu, il y a progressivité. Alors on peut discuter de la progressivité et de son rythme. C'est un débat politique permanent. Mais je ne vois pas très bien le mécanisme. Et d'ailleurs, l'exemple donné montre qu'il y a problème.
Mais pour moi, le problème principal est celui du montant. Parce que, avec les chiffres que vous donnez, même avec l'APL, on voit qu'on est en dessous du seuil de pauvreté. Alors, il me semble qu'il y a deux possibilités. Ou on en reste là, et il faudra réinventer à côté d'autres aides pour les pauvres, entre guillemets, et par conséquent, votre idée de simplification tombe. Ou alors, on élève le montant, pour être à peu près au seuil de pauvreté, quoique je reconnaisse qu'on puisse discuter de la valeur du seuil de pauvreté, mais prenons-le tel quel. Bon. Et si on augmente, oblige d'augmenter d'un tiers, et on arrive là à un prélèvement sur le revenu, s'il est proportionnel, qui me paraît intolérable. Merci. Étienne Coppel. Actuellement, vous arrivez à un système que je ne conteste pas du tout, qui marche avec 25% de prélèvement. Est-ce que vous avez les moyens, même approximatifs, de remonter un peu dans le temps? C'est-à-dire, dire, si on était avec la productivité de 1920, à ce moment-là, il faudrait un prélèvement de, je ne sais pas, je dis ça un peu au pif, mais de 70%. Si vous voulez, je crois que ça serait assez didactique de montrer que plus ça va, plus on se rapproche d'un moment où ça devient possible. Parce que la productivité a augmenté d'une manière colossale depuis un siècle, qu'en plus les femmes travaillent peut-être un peu plus encore qu'avant. Et donc, soit on admet un chômage absolument monstrueux, soit on admet qu'effectivement, il y a des gens qui ne travaillent pas tout en étant honorablement rémunérés. Mais je pense que c'est compliqué, mais si vous pouviez y arriver, je crois que ça serait assez didactique. Alors, pourquoi une actualité du sujet? Pourquoi une actualité du sujet? Alors, vous citez effectivement le fait que la croissance est ralentie et que tout le monde se dit le plein emploi des Trente Glorieuses, c'est fini. Quand on fait un sondage d'une salle, n'importe qui, enfin, je fais ça régulièrement, est-ce que vous pensez que les Trente Glorieuses, que la croissance et que le plein emploi des Trente Glorieuses va revenir en France un jour? Non. Il n'y a personne qui lève la main, personne. Donc, ce qui veut dire. Le plein emploi. Le plein emploi salarié. Ah, vous êtes quelqu'un de rare, monsieur. Voilà, partage autoritaire du travail, bon, ok. Anyway, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel il y a très peu de gens qui pensent que le plein emploi reviendra. Très peu, très très peu. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, on voit bien que l'automatisation, c'est quand même pas rien. Alors, je ne sais pas s'il y a ici il y a un chirurgien ici. Un chirurgien ou pas? Non? Quelqu'un qui a fait profession médicale, bon. Parce que quelqu'un m'a expliqué un jour que les chirurgiens, ils avaient beaucoup changé de boulot parce que peut-être que dans 20-30 ans, il nous paraîtra à tous aberrant de se faire ouvrir le cœur par des doigts humains. Et donc la chirurgie, tous les actes médicaux, ils sont tous faits par des robots, quoi. Il faudra les programmer, il y aura l'intelligence pour répondre à toutes les situations qui peuvent arriver pendant l'opération. Et du coup, le geste chirurgical va peut-être se dévaloriser sérieusement. Pourtant, un chirurgien, c'est plutôt un bon boulot aujourd'hui. Bon. Voilà, donc juste pour dire que le fait que des métiers s'automatisent, c'est pas uniquement les métiers de base, loin de là. Donc voilà, juste dire ça, c'est qu'il y a quand même des questions qu'on peut se poser par rapport à quel sera le travail dans 30 ans. Voilà, donc quand on se pose cette question-là, effectivement les politiques sont sensibles à ces questions-là, et donc du coup, voilà, il y a cette inquiétude sur le fait que comment est-ce qu'on fait pour que les personnes dans la société retrouvent une activité intelligente et rémunérée et pertinente, voilà. Donc là, il y a un vrai questionnement par rapport à ça. Donc les politiques, de droite comme de gauche, s'intéressent au sujet. Donc dans son bouquin, Eric Woerth, j'ai oublié le nom du bouquin, parle de ce sujet-là, il fait référence au Liber, c'est très sympathique. François Fillon, dans son bouquin, parle de ça également. Sarkozy, qu'on a rencontré récemment, avait parlé de ça dans une interview aux Échos en septembre dernier. Voilà, donc c'est un sujet sur lequel les politiques, puis la gauche pareil, s'intéressent au sujet. Il y a eu un amendement proposé, un double amendement proposé à l'Assemblée nationale par Frédéric Lefebvre côté des Républicains et Delphine Batho côté socialiste, tous les deux qui présentaient le même argument, le même document, disant « Nous demandons que soit installée une commission parlementaire, droite-gauche, pour étudier la question ». Donc à cette question-là, vraiment, les politiques sentent qu'il va falloir s'y intéresser sérieusement. Le gros problème pour les politiques, c'est que les politiques ils sont rythmés par un rythme de 5 ans. Tchac. Tchac. Tout ce qui dépasse 5 ans est compliqué pour eux. Donc quand on discute, ils disent c'est intéressant, mais qu'est-ce que je fais pendant 5 ans avec ça, quoi?
Parce qu'une réforme telle que je vous l'ai présentée, bien entendu, vous voyez immédiatement, ce n'est pas un truc qui se fait en 5 ans. C'est quelque chose qui est compliqué. Ça demande de faire une réforme fiscale importante, et je reviens sur votre question, qui demande de faire une fusion d'un tas d'outils existants, peut-être pas les 126 évoqués du temps de Nixon, mais bon, voilà, on bouge beaucoup de choses, Donc évidemment, c'est un chemin qu'il faut arriver à identifier, qui permet d'aller vers. Et donc ce que je fais actuellement, là je travaille récemment avec le député Christophe Sirugue, qui a une mission qui a été confiée par Valls sur la réforme des minima sociaux. Et donc là on a travaillé avec lui de manière à ce que, dans son rapport qui va être présenté la semaine dernière, le 18 je crois, voilà, il présente des progrès qui vont dans le sens qu'on a partagé ce matin. Voilà, donc les politiques s'y intéressent, oui, largement oui, mais néanmoins il y a le temps du politique qui est une vraie contrainte. Et je ne sais pas ce que vous disiez, je crois que c'est vraiment ça, voilà, c'est compliqué. Ensuite, question peut-être de clarification sur les chiffres. Là, vous disiez, voilà, étude de cas, quelqu'un qui a un revenu de 1 300 €, 1 300 €, bah, il va payer 25%, donc il va payer ça fait 300 et quelques, 325 € qui va être retenu, très bien. Et ensuite, il va recevoir 470. Donc il va être non, je l'utilise. Non. Les APL. Voilà. Voilà. Les APL, j'y touche pas. Même si, comme je disais tout à l'heure, on pourrait les améliorer, certes. Mais moi, j'y touche pas. Certains, et vous en faites partie visiblement, rêvent du grand soir. D'un grand soir, on va dire, entre guillemets, libéral, on peut ça comme on veut, qui dit, OK, allez, on arrête toutes ces bêtises-là, on a chacun de quoi se débrouiller, et chacun se débrouille. Je ne suis pas dans cette idée-là, personnellement. Je pense que là-dessus, il y a un peu une erreur, parce que les besoins sont divers. Par rapport à un objectif de politique sociale, bon, ou autre, il faut un outil. Donc il faut autant d'outils qu'on a d'objectifs de politique. Et donc le logement, c'est un sujet en soi. Donc il faut un outillage, à améliorer certes par rapport à aujourd'hui, pour le logement. On ne peut pas le mélanger. Une personne, imaginez quelqu'un qui a 0 revenu. Je prends l'exemple sur le logement. C'est une question qui revient tout le temps. Quelqu'un qui a 0 revenu, mais dont la grand-mère habite dans un hôtel particulier à Neuilly. Cette personne-là n'a aucun problème de logement. S'il a de bonnes relations avec sa grand-mère, hein, monsieur. Il est fâché avec sa grand-mère. Voilà. Donc le logement, c'est vraiment un sujet, ce qui demande des moyens spécifiques, parce que les questions sont de nature assez différente de la question de se nourrir. C'est pas la même chose. Avoir un toit sur la tête, ce n'est pas le fait de payer un toit. Ça se mange pas un toit. Ça se mange pas. Ça se consomme pas. C'est bénéficier de l'usage d'un patrimoine qui est une boîte avec un toit au-dessus. Donc c'est l'usage d'un patrimoine, le logement. C'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est pour ça que moi je suis très, très affirmatif là-dessus. Il n'est pas sain de mélanger la question du logement avec celle du revenu de subsistance. Donc je reviens à votre cas, donc les 1 300 €, donc 325 € prélevés au titre de 25%, d'accord, 470 reçus, donc quelque part il y a un gain net d'une centaine et quelques d'euros. Et les APL sont plus aujourd'hui comme demain, ça ne change pas. Donc par rapport à ce que vous disiez, c'est tout ça pour ça, quelque part, vos conclusions disant, si on reste sur un niveau qui est le niveau du RSA, finalement, ça ne change pas grand-chose en termes de redistribution. Mais néanmoins, en termes de liberté réelle des personnes, sachant qu'on vous le donne sans aucune contrainte, sans aucune démarche, sans rien, la liberté est réelle. Ensuite, les personnes travaillent un peu, beaucoup, ça c'est son affaire. Monsieur, il y a une question disant, voilà, pourquoi est-ce que vous prenez un prélèvement qui n'est pas progressif? En fait, il faut voir ce que les 470 que je présente comme un crédit d'impôt qui se combine avec les 25 € flat, effectivement, ça forme quelque chose de progressif, de fait. C'est-à-dire que les bas revenus, ils ont un impôt négatif. Et donc quand le revenu arrive, mettons, à environ de 2 000 €, tout d'un coup, on passe en impôt positif. Donc il y a une progressivité, de fait. Mais c'est une progressivité qui n'est pas zéro, qui est au-dessus de zéro en termes... Voilà. C'est le premier niveau de réponse. C'est qu'il y a une progressivité, c'est que si on calcule l'impôt divisé par les revenus, il y a un moment où ce taux s'inverse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
C'était le cas avec la prime pour l'emploi, qui a été supprimée récemment, où effectivement certains avaient un impôt négatif aujourd'hui en France, jusqu'à l'année dernière. Donc on est dans la même logique. Et par contre, le point aussi, c'est qu'il y a d'autres impôts que ça. Il n'y a pas que cette flat tax de 25%, il y a aussi de quoi payer, financer la santé, de quoi financer les autoroutes, ainsi de suite, les écoles et autres. Donc il y a d'autres impôts. Et là, qui peuvent être progressifs, qui peuvent être ce qu'on veut. Personnellement, je crois beaucoup. Un point pour moi qui est important, c'est que la progressivité peut s'imaginer aussi bien sur les revenus que sur les patrimoines. La répartition des revenus est inégalitaire, comme partout, on va dire, on n'a pas les mêmes revenus, mais néanmoins, la répartition des patrimoines est beaucoup plus inégalitaire. C'est-à-dire que ceux qui ont des patrimoines en millions, ou en dizaines ou en centaines de millions d'euros, ils sont quand même, bon, voilà. Et donc, en termes de justice redistributive, il me semble qu'il serait intéressant de réfléchir à une réforme de la fiscalité des patrimoines, peut-être plus que s'agiter sur la fiscalité des revenus. On parle beaucoup de la progressivité de l'impôt sur le revenu, mais peut-être qu'on fait un peu fausse route. Et peut-être qu'il serait plus judicieux de regarder ce qui se passe au niveau des patrimoines. D'ailleurs, il y a plusieurs économistes qui en parlent, Piketty pour parler que de lui, mais c'est quelque chose quand même qui probablement un point à regarder. Quelqu'un qui a un patrimoine à la naissance d'1 milliard d'euros, il part avec la naissance avec 1 milliard d'euros. Là, bon. Et même s'il ne travaille pas de sa vie, le milliard d'euros, il est toujours là, quoi. Avant que j'ai travaillé à l'OCDE, j'ai suivi une carrière académique. Et comme professeur, j'ai essayé d'expliquer à mes étudiants quelle est la meilleure solution d'un problème. Et ce sont normalement des explications que vous trouvez aussi dans le textbook en économie. À l'OCDE, j'ai appris d'une façon très dure qu'avec la meilleure solution, vous n'allez jamais réussir. Parce que normalement, la meilleure solution économiquement est aussi une solution avec laquelle vous n'êtes pas réélu. Ça veut dire, j'ai appris dans le conseil politique, si ce conseil doit être efficace, il faut peut-être envisager la 3e, 4e ou 5e solution optimale pour éviter le 20e ou 25e. Maintenant, pour la proposition de Marc. À l'OCDE, je n'avais pas seulement la responsabilité de découvrir assez tôt les problèmes de la politique économique et sociale de demain, mais aussi discuter avec le secrétaire général où on peut réussir, où on peut se brûler demain, ou où peut aller contre le mur. Et si je prends le concept de Marc, moi je me demande vraiment, même si la réforme des impôts, de l'impôt sur le revenu est très souhaitable, s'il ne faut pas d'abord introduire la côté du revenu universel et si possible, le plus possible, financier par des programmes que vous éliminez. En plus, moi je ne vois pas du tout une complexité inacceptable dans un impôt de revenu progressif. Parce que la digitalisation de notre système aujourd'hui pose plus de problèmes pour un impôt comme ça. Ma question à Marc pour cette raison, et ça implique aussi peut-être la réponse à d'autres questions ici dans la salle, est-ce que ce n'est pas plus prudent politiquement de se concentrer d'abord sur le revenu universel d'existence, même avec les petits niveaux qui ne correspondent pas encore
au seuil de pauvreté, ni à un panier de consommation minimum, pour avoir le pied dans la porte. Et si vous avez le pied dans la porte, normalement, un programme prend une certaine dynamique à lui-même et vous avez arrivé à faire beaucoup plus. Là, je vous ai présenté un schéma, qui est un schéma simple. Je ne dirais pas simpliste, ça sera trop fort, mais un schéma simple. Ce schéma simple, il a l'avantage qu'en termes de pédagogie, il est extrêmement pratique à présenter. Et donc quand je peux voir des politiques ou des experts divers et variés, rapidement on comprend de quoi on parle et on peut discuter. Bien entendu, ce qui sera mis en place concrètement dans notre pays, dans les années et décennies qui viennent, je n'ai pas la moindre idée de ce que ça va être, j'en sais rien. Par contre, avec ça, on peut discuter. Et effectivement, ce que j'entends très bien aussi, c'est que ça sera progressif, cette affaire-là, ça sera progressif. Récemment, discutant avec Michel Rocard, lui, il nous disait, quand j'ai mis en place la CSG, j'ai commencé la CSG avec un taux très bas. C'était un tout petit impôt. Ça touchait à peu près 0,5% du PIB, du PIB. Et il lui dit, moi je retiens la conviction que toute réforme qu'on fait en France, qui touche à la redistribution, fiscalité, la maille qu'on peut toucher, c'est 0,5% du PIB. Si vous essayez de faire plus à la fois, vous vous plantez. Le CSG aujourd'hui, ça pèse, mettons, 100 milliards d'euros, donc c'est quand même plus de 5% du PIB. Donc année après année, ça a monté sans douleur, sans douleur. Donc effectivement, le pied dans la porte, j'y crois totalement. Et je crois que c'est ça que nous allons faire. Comment on va mettre le pied, j'en sais trop rien. Mais en tout cas, c'est ce que nous essayons de faire, mettre le pied dans la porte. Après, les choses vont naturellement se développer. Alors il faut que le pied ne soit pas trop grand. Si le pied est trop grand, il ne passe pas à la porte, ça ne marche pas. Donc voilà, il faut trouver le pied d'une bonne dimension, qui fait ce qu'il faut au bon endroit et qui puisse être appelé le deuxième pied, et ainsi de suite. Bon, c'est pas très simple. Et je suis d'accord également sur le point que la solution optimale qui résout tous les problèmes, on ne l'aura jamais. Effectivement, il y aura des oppositions telles de ceux qui vont y perdre qu'on ne s'en sortira jamais. Des oppositions politiques. Donc il faut viser des mouvements plutôt tactiques qui font que sur la durée, les choses vont pouvoir se réguler et progresser. Voilà, donc je pense effectivement que c'est un chemin qu'il faut qu'on arrive à identifier. Sur les autres questions, donc, on était sur le montant. Donc le montant qui est inférieur au seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, par rapport à ce que je vous ai montré sur mon tableau, la page 7, là, le seuil de pauvreté pour une personne seule étant de 1 000 € en France, seuil de pauvreté à 60% du revenu médian. Si on ajoute les 470 et les 300, on est à 770, donc on est effectivement 200 € en dessous du seuil de pauvreté. Donc on est vingtaine de pourcents en dessous du seuil de pauvreté. Si on prend l'objectif de dire qu'on ne veut plus de pauvres statistiques en France, il faut monter tout ça. Il faut dire que les plus riches, on va les ponctionner beaucoup plus fort, avec un impôt très progressif. Donc toutes les grosses fortunes vont plutôt quitter la France, et grâce à ça, on aura résolu le problème de la pauvreté. Je ne sais pas, il faut essayer d'identifier quel est l'équilibre qui fonctionne. Moi, je n'ai pas de réponse, honnêtement, mais je pense qu'il y a une vraie question de trouver quel est le bon équilibre de la chose. Les 25%, si on remontait le temps, est-ce que vous pouvez imaginer la mesure ça évolue? Alors, mon prédécesseur, donc Yolande Bresson, qui a écrit ça, donc Yolande Bresson, lui, il avait fondé son revenu d'existence sur la notion un peu ésotérique d'une valeur temps, disant que dans une économie donnée, le temps a une valeur qui dépend un peu de la conformation et de l'histoire du pays. Et donc, dans un pays donné, voilà, cette valeur temps, finalement, c'est ça qui va déterminer le niveau du revenu d'existence. Alors, il faut lire les bouquins, et bon courage, c'est pas simple. Voilà. Néanmoins, ce calcul, je l'ai calculé tout ça, disant, voilà, sur la France, il a fait le calcul à la fin des années 90. Pour la France, le niveau de redistribution du revenu d'existence, ça doit peser de l'ordre de 15% du PIB. Voilà, donc il dit voilà, 15% du PIB, donc prenez mettons 2000 milliards, prenez 15%, 300 milliards, c'est ça le niveau que vous allez pouvoir redistribuer dans toute la population au titre d'un revenu d'existence. Et ensuite, avec l'histoire des pays, ça peut bouger. Il a fait l'étude dans plusieurs pays, les pays d'Afrique en particulier, pour montrer comment ce taux il a calculé dans d'autres pays. Donc ça donne un peu une idée de comment les choses peuvent bouger. Bon,
Là, c'est un peu compliqué. On partageait ça ici. Moi-même, j'ai du mal. Alors, je pense qu'ici, je serais incapable de l'expliquer. Voilà. Pascal Carl, donc du groupe aussi, tu travailles sur les conséquences de notre croissance ralentie. Moi, je vois quand même un aspect positif, et je voudrais savoir si ça avait été analysé, à ce revenu minimum, qui est que ça peut permettre, s'il a un montant suffisant, que les gens s'orientent vers des activités qui sont non rentables ou non marchandes à court terme, et donc que ça puisse avoir un bien collectif, en fait, pour la société. Et je pense à l'expérience d'ATD Quart Monde sur Territoire Zéro Chômage, où dont ils payent, en fait, avec ce que coûte un chômage, en fait, ils payent des gens un emploi qui est directement utile. Donc, est-ce que cette espèce de gain du bien-être général de la société a été déjà un petit peu estimé? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est sur la simplification. On est aujourd'hui quand même sur un système où beaucoup d'aides dépendent des revenus des gens et des allocations déjà qu'ils touchent. Je pense par exemple aux aides pour l'énergie, les coûts différés, etc. Donc là, comment, si on simplifie ce revenu, comment on va quand même tenir compte de tout ça? Une deuxième question? Oui, une troisième que je rajoute. Ursula Thuber. J'ai une question. Est-ce que sur toutes les thèses qui ont été faites sur le revenu universel, est-ce qu'on peut prédire un seuil du revenu qui va faire un vrai impact sur les dépenses de santé, sur un peu ce qui correspond au happiness index, où les gens ont beaucoup moins d'antidépresseurs, etc. Et voilà. Et deuxième question, c'est que dans vos diagrammes sur identifier les gagnants et les perdants, sur les retraités seuls et couples retraités, je vois un effet assez différent et même une montée autour de 1 000 € pour les couples, où il y a une baisse pour les personnes seules. Comment ça s'explique, surtout comme on est plutôt dans une silver economy à venir. Alors, donc, madame, vous évoquez donc, l'expérimentation proposée par ATD Quart Monde, Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Donc, c'est un projet qui a été monté par Patrick Valentin, ATD Quart Monde, qui fait partie de mon association d'ailleurs. Son oncle faisait partie déjà à l'origine, oui, c'est une sorte de famille. Nous le connaissons bien. Et effectivement, c'est totalement complémentaire. C'est-à-dire que notre travail sur le revenu d'existence, c'est de s'assurer que tout le monde a ce socle de subsistance. Ensuite, l'autre question extrêmement importante, c'est comment s'assurer que les personnes s'intègrent dans la société, trouvent un rôle, je dirais, une reconnaissance, une dignité, enfin voilà. Et ça, c'est des questions beaucoup plus humaines. Et donc, on est vraiment sur l'humain. Bon, c'est pas l'État qui va décréter que les gens ont une fonction précise. C'est vraiment, enfin, à mon sens, hein, c'est vraiment le réseau associatif, des relations, tout ça, qui fait que les gens trouvent une activité, un truc utile à faire. L'expérimentation zéro chômeur de longue durée, dans les territoires, bon, c'est vraiment des partenariats entre l'associatif, des sociétés d'un territoire particulier, les administrations de ce même territoire, et tout ce monde-là se met autour d'une table et dit ok, voilà, sur ce territoire, toutes les personnes qui sont au chômage depuis longtemps, on les embauche. On les embauche au SMIC. L'expérimentation, c'est ça. On embauche les personnes et on lui donne un SMIC. Ensuite, les personnes, on les propose des activités, elle est coupée, les branches, n'importe quoi, elle travaille plus ou moins facile, enfin bon. Elle prend pas, on ne la brusque pas. Parce qu'il y a des personnes dans ces groupes-là qui sont en difficulté physique, psychologique et tout ça. Donc c'est compliqué. Donc ces structures-là essayent de leur proposer tout ce qu'elles peuvent pour les insérer par une activité. Et ensuite, ça répond ou ça ne répond pas. Bon. Et donc, ce qu'on sent bien, c'est qu'il faut une plus grande flexibilité des moyens de s'intégrer dans la société qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si on dit que soit vous avez un salaire au SMIC, soit vous n'avez rien, ça ne va pas. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être productives au niveau d'un SMIC. J'espère que je ne choque personne en disant ça. Hein. Donc, quelque part, on sent bien qu'il y a un continuum de diversité de solutions pour que les personnes s'insèrent dans la société. Et ça, est-ce que le revenu d'existence peut aider là-dessus? Peut-être, à condition qu'il y ait aussi des réformes sur les propositions faites sur le marché, et peut-être une plus grande flexibilité, plus grande souplesse pour un tas de choses. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Et quand on travaille avec ATD sur ces questions-là, on s'est encore vu il y a 2 semaines là-dessus, voilà, on sent bien qu'il y a des choses complémentaires à monter ensemble. Mais ce n'est pas une réponse blanc ou noir. Voilà, c'est un dispositif en plus qu'il faut imaginer.
Donc, vous évoquez aussi la question des aides dépendantes, donc la tarification de l'électricité, les exonérations sur taxes d'habitation, taxes foncières, tout ça. Tout ça, les tarifs préférentiels pour les cantines, pour les piscines ou pour tout ce que vous voulez, les transports, tout ça. Il y a un maquis d'aides existant dans ce pays, administré à niveau global ou local. Dans mes simulations, je n'y touche pas. Et bien entendu, on peut se poser des questions. Peut-être que ça, c'est moins légitime de les garder. Mais j'y touche pas, moi je ne sens pas là-dedans. Si on commence à expliquer qu'il faut supprimer tous les tarifs préférentiels des cantines, en France, partout, on rentre dans un truc extrêmement compliqué. Donc, je ne sais pas si vous pensez, mais... Oui, mais je trouve presque dommage que vous ne touchez pas exactement ce système tellement complexe. Ouais, le pied de la porte, il est trop gros, là. La porte est trop gros, donc je pense que là, il faut... Moi, j'ai laissé à côté le système fiscal pour le moment, mais vraiment inclure un maximum des programmes dispersés, parce que vous savez, il y avait peut-être un jour au début un système cohérent et transparent. Aujourd'hui, avec les bricolages, où on a ajouté chaque fois, point à point, d'autres mesures, personne ne plus le comprend. Et pour cette raison, moi je trouve qu'il faut utiliser cet revenu universel pour une réforme approfondie de ce système des mesures dispersées et d'une partie même contradictoire. Oui, je suis d'accord sur le fond. Ensuite, tactiquement, comment faire, ça c'est bien compliqué. Alors ensuite, deux questions de madame. L'impact sur les dépenses de santé. Je ne connais aucune étude en France qui parle de ça. Par contre, dans les expérimentations qui ont été un peu évoquées, en particulier dans les pays en développement, en Inde ou en Namibie, il est clair que les personnes qui ont reçu, en l'occurrence des montants très, très faibles, se sont beaucoup mieux soignées. Donc, on a vu qu'il y avait des réactions dans ces pays-là. Je ne dirais pas que c'est la même chose en France. C'est une gestion plus intelligente de la santé. Et puis tout dernier point, vous avez lu le dernier graphique, vous avez repéré donc, une différence entre les retraités seuls ou retraités en couple. Et il est vrai qu'un couple qui recevrait 470 € pour chacun d'eux serait mieux traité qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le couple qui n'a pas ça, de retraité. Donc là, effectivement, il y a un gain pour les personnes retraitées en couple. Bon, c'est vrai, qui bon, pas bon, on va avoir, mais en tout cas, mécaniquement, ça donne ça. Ok, merci Marc, merci Wolfgang.